Bonjour, je m'appelle Véronique Thoré, je suis directrice d'une école paramédicale au CHU de Nancy et je suis responsable des paramédicaux du GIC. Ok, enchantée. Donc moi je suis Armelle Duchesne, je suis cadre de santé et, au niveau de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, à PHP. Et j'accompagne une équipe nouvelle qu'on appelle la CCICC, une cellule de coordination d'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies, dont on va parler puisque c'est avec des protocoles de coopération. Et donc, j'ai cru comprendre que le sujet du jour est comment comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en ce moment entre les pratiques avancées, les infirmières de pratiques avancées et les protocoles de coopération. Donc, ce qui les rassemble et ce qui les sépare. Voilà, je crois qu'on va essayer de faire le distinguo. Bon, alors on va peut-être commencer, si tu veux, par la formation. Hein. Alors, comme je fais l'IPA, l'infirmière, alors on dit IPA, on dit IPA, l'infirmière de pratique avancée, c'est quelque chose de très récent puisque ça date de l'année dernière, du moins en France, puisque ça existe dans les autres pays depuis quelques années. Et l'IPA, pour être IPA, il faut suivre un master de 2 années. Master qui se passe à la faculté, dans certaines facultés de France. Et on a donc, à l'issue de ce master, un diplômé d'état de pratique avancée. D'accord. Il faut qu'elles aient des années d'expérience avant ou... Oui, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire le master tout de suite en continuum de formation après de la formation initiale, mais pour exercer en tant qu'IPA, il faut 3 années d'exercice. Donc, le conseil, c'est quand même, on a une expérience et seulement une fois qu'on a ces 3 années, on demande ce master pour être IPA. D'accord. Et toi, alors, c'est comment donc, pour le protocole de coopération, ça s'adresse à des infirmières diplômées d'État, polyvalentes. Donc là, en l'occurrence, c'est un protocole de coopération sur l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, c'est très ciblé. Les infirmiers doivent avoir au moins 2 ans d'expérience. Idéalement, une expérience dans leur parcours, une expérience forte auprès des patients insuffisants cardiaques. Suivre un DU, le DU d'insuffisance cardiaque, donc qui dure 1 année universitaire, et une formation spécifique au protocole de coopération où on voit en détail tous les tenants, les aboutissants du protocole, qui dure 7 jours, et un compagnonnage d'une centaine de consultations. C'est un socle basique de 100 consultations qui doivent suivre, avec une partie, alors c'est échelonné, une partie observationnelle au départ, puis en binôme avec un cardiologue, puis en autonomie avec un cardiologue qui valide, qui supervise en fait la finalisation de la consultation. Si je comprends bien, là, tu es vraiment ciblée sur l'insuffisance cardiaque. Exactement. Alors, ce que je ne t'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que les IPA, actuellement, l'année dernière, avec les textes qui sont sortis, puisqu'ils datent de 2018, il y avait 3 domaines possibles. C'est-à-dire qu'on pouvait être soit IPA au niveau de tout ce qui est insuffisance rénale, dialyse et transplantation rénale. Le deuxième domaine, c'est l'oncologie, l'onco-hémato. Et le troisième domaine, les pathologies chroniques. Et c'est là-dedans qu'on pourra développer une IPA de cardiologie, mais elle n'est pas spécifique à la cardiologie. Dans sa formation. Voilà. Et puis, depuis cette année, en août, il y a un 4e domaine qui est la santé mentale, psychiatrie. Et peut-être, on a cru comprendre qu'il y aurait un autre domaine, un 5e domaine l'année prochaine par rapport aux IPA urgences. Voilà. Donc moi, elles sont, si tu veux, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus généraliste. Elles vont avoir beaucoup plus, entre guillemets, de missions. Et peut-être qu'elles n'iront pas, elles ne seront pas aussi précises que toi dans ce qu'elles doivent faire, par exemple, la titration de médicaments. Parce que c'est ça au bout du compte. Exactement. Alors en fait, dans l'activité de l'infirmière de pratique avancée en insuffisance cardiaque, elle se compose de plusieurs modules. Et en fait, dans le protocole de coopération, on parle d'actes dérogatoires. Donc il y a une liste d'actes dérogatoires qui sont en effet des prescriptions de médicaments, de l'insuffisance cardiaque, je précise toujours, donc pour faire de la titration et donc optimiser les traitements. Il y a un volet télésurveillance, puisque la télésurveillance, c'est de la télémédecine, donc c'est un acte médical, et donc qui, au travers du protocole de coopération, peut être délégué dans ce cadre-là à une infirmière. Donc ça consiste en quoi? Gérer les alertes, traiter les alertes, et traiter les alertes, donc c'est une décompensation cardiaque, et bien avoir une part d'autonomie dans la gestion de cette décompensation cardiaque. Tout ça est couvert sous des algorithmes, évidemment, et donc il y a un niveau où l'infirmier peut agir et un certain niveau où il va repasser la main à un cardiologue s'il sort de son champ de compétences déléguées. Voilà. Et puis il y a des consultations donc non programmées par rapport à ça, et
Et globalement, j'ai fait un peu le tour. Il y a aussi tout un volet d'accompagnement thérapeutique, etc., mais qui, pour du coup, n'est pas du dérogatoire, qui fait partie de l'exercice, mais qu'un infirmier peut faire sans protocole de coopération. Okay. Alors, ce que tu dis là, par rapport aux médicaments, par exemple, dans l'IPA, dans les pathologies chroniques, et là, inversant différentes missions, dans la clinique, le leadership, le conseil et d'autres. Et ça se raccroche, ce que tu dis, à la clinique. Et la clinique, elle va pouvoir faire, par exemple dans les médicaments, elle va pouvoir adapter les traitements. Mais tout ça, ça va c'est par rapport à certaines listes. Tout est acté, puisque dans les IPA, il y a, au départ, il y a 2 décrets et il y a 3 arrêtés, et puis il va y avoir au moins 5 annexes avec la liste des médicaments qu'elle peut prescrire, la liste des actes, des bilans sanguins, par exemple, qu'elle peut prescrire, les actes médicaux. Tout est listé, protocolisé. Et pour travailler, il faut qu'il y ait un protocole qui soit rédigé entre le médecin, l'IPA et le patient. Et dans ce protocole d'organisation, tout est listé. Mais toi aussi, tu as des protocoles. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment quand on dit protocole de coopération, c'est que c'est très concret. C'est un protocole qui est écrit, qui fait plusieurs pages, dizaines de pages, dans lequel tout est détaillé. Donc moi, si je comprends, finalement, le protocole de coopération est un peu le parallèle du protocole d'organisation pour l'IPA, qui travaillerait par exemple, qui se spécialiserait dans l'insuffisance cardiaque et qui du coup aurait un protocole d'organisation extrêmement détaillé sur sa prise en charge. Sauf que pour l'insuffisance cardiaque, pour l'IPA, tout est à créer, puisque comme c'est l'IPA de pathologie chronique, je pense qu'on a toute la maquette, mais maintenant il faut vraiment réfléchir en cardiologie et de surcroît en insuffisance cardiaque, quel profil, qu'est-ce qu'on va faire, quel va être son rôle à cette IPA. Et du coup, elle travaille où alors l'IPA? Elle pourra travailler où concrètement? Normalement, l'IPA peut travailler à l'hôpital, mais peut travailler aussi en libéral. D'accord. Ça, dans les textes, elle peut travailler dans les 2 structures. D'accord, ok. Donc le protocole de coopération aussi, il a été construit pour qu'on puisse travailler et en ville et à l'hôpital. Il faut toujours un délégant et un délégué, c'est-à-dire le délégant, un cardiologue. Donc, dès lors qu'un cardiologue, même s'il était en ville, voulait travailler avec une infirmière ou plusieurs infirmières et déléguer des tâches, il pourrait le faire du moment qu'il co-signe ce protocole de coopération. Oui. Okay. Et ce que je n'ai pas dit aussi, dans le protocole, effectivement, il va être listé, le médecin c'est lui qui va choisir les patients qu'il va confier à l'IPA pour le suivi. Ce n'est pas l'IPA qui va choisir ses patients pour les suivre. C'est le médecin qui les a vus au préalable, etc., et qui va décider quel patient. Et d'un commun accord, tout ça, ça va être rédigé dans le protocole d'organisation. Oui. Mais si c'est dans le protocole d'organisation, ça leur permet quand même entre guillemets, de prendre les devants. C'est-à-dire qu'il y a une typologie de patients définie où l'IPA peut agir seul. Je pense qu'au niveau de la cardiologie, c'est ça qu'il faut travailler. Exactement. Quel patient. Tout à fait. On peut parler peut-être d'un sujet en général qui fâche, c'est la rémunération. Tout à fait. Parce qu'en plus, je vais te dire que je n'ai pas de réponse. C'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, comme elles vont avoir un master, ce qui est demandé, c'est qu'elles soient, on va dire, les mêmes grilles que les infirmières anesthésistes, etc. Alors, tout est mis en route, mais à ce jour, ça n'a pas encore abouti. Oui. Mais il faudrait que ça aboutisse rapidement, puisque les premières IPA en 2 ans de master, puisqu'elles ont commencé l'année dernière, elles sortiront on va dire en juillet 2020. Donc vraiment, il faudrait que la grille de rémunération soit finalisée pour là. Soit finalisée, tout à fait. Et sur le protocole de coopération, c'est plus sous forme de prime que c'est en discussion. Puisqu'effectivement, il n'y a pas un diplôme dédié, donc il n'y aura pas une grille salariale ou un statut, une reconnaissance statutaire, puisque ce n'est pas un diplôme d'État. Par contre, c'est une discussion sur les primes et qui serait une prime valable, on va dire, pour tout paramédical inscrit dans un protocole de coopération. Donc c'est une discussion qui sort complètement pour du coup de l'infirmier. C'est aussi pour les orthoptistes, tous ceux qui sont... Mais actuellement, les infirmières qui font des protocoles de coopération au niveau rémunération, elles ont leur salaire qu'elles ont sans être dans un protocole termine, je crois. Donc j'espère il y aura encore plein de choses, mais on reviendra l'année prochaine, je pense. Exactement, tout à fait. Merci. Merci à toi.